Bonsoir, merci à vous, merci beaucoup. Et je voudrais démarrer notre échange par un petit exposé sur comment la classe révolutionnaire a été capable de commencer à mettre la production sur ses pieds en inversant l'inversion capitaliste de la production. Alors je vais commencer par ça, par l'inversion capitaliste de la production. C'est des points que je développe brièvement dans le petit bouquin que vous avez dans la librairie. Merci beaucoup à la librairie d'être présente. Les libraires, c'est un métier militant et absolument indispensable. Et donc, je pense qu'on peut aussi applaudir les libraires parce que... Et il y a, vous verrez, une pile de Prenons le pouvoir sur nos retraites, qui est un petit bouquin dans lequel je consacre quelques pages à ce par quoi je démarre notre rencontre. Dans le capitalisme, la production repose sur un préalable qui est une avance en capital. Pour produire, il faut qu'il y ait une avance en capital, une avance d'argent, qui se fait soit par création monétaire, la banque va créer de la monnaie à partir de rien, c'est une création à partir de rien, qui, ma foi, endette le prêteur, ou alors l'avance en capital prendra la forme d'un prêt par un groupe financier, par un capitaliste qui détient des fonds. Et finalement, ce sont ces prêteurs qui, d'une part, font peser sur nos vies quelque chose quand même d'assez ahurissant, puisque avant même de commencer à travailler, alors que c'est nous qui produisons la valeur économique, nous sommes endettés. et nous sommes endettés en étant convaincus qu'il le faut en plus. C'est-à-dire que, assez globalement, nous adhérons à cette nécessité d'un endettement avant même de commencer à travailler. Cette adhésion se manifeste à gauche par la proposition d'un pôle public de crédit. Le crédit privé, c'est mauvais, d'accord, ok, mais il faut du crédit, et on va faire un pôle public du crédit. Si vous prenez le programme des 4 composantes de la NUPES, vous avez dans tous ces programmes, dans le programme de la NUPES en tant que tel, la proposition de constitution d'un pôle public du crédit, c'est-à-dire qu'il y a une adhésion à cette pratique du capitalisme, dans laquelle, avant même de commencer à travailler, on est endetté. Et l'idée que le crédit est nécessaire et qu'on pourrait faire un bon crédit. Une fois que cette première étape est franchie, celle du prêt, alors arrive une seconde étape qui est, après le prêteur avec un grand P, vous avez un second grand prêtre de la religion capitaliste qui arrive, c'est l'investisseur. L'investisseur avec un grand I, il va donc avec le prêt qui finance l'investissement, voilà tous des termes d'une religion complètement, mais à laquelle nous adhérons. C'est ça qui moi m'intéresse. Je souhaite que nous bougions collectivement dans nos convictions sur la production. Il y a donc un moment où il faut financer de l'investissement. Donc, l'extraction de matières premières, le transport jusque dans l'entreprise, la conception et la réalisation des outils matériels ou immatériels, enfin prétendument immatériels sur l'Internet, qui est très très matériel en réalité,
les consommations intermédiaires, donc l'énergie, tout ce qui va être utilisé pour produire les biens de production, les biens de consommation, pardon. Ça, c'est l'investissement. Et qui décide donc de l'objet du travail, qui décide de qui va travailler, ben, ce sont les prêteurs et les investisseurs. C'est-à-dire des acteurs capitalistes. Notre participation à la décision en matière de localisation des entreprises, d'objets du travail, de collectifs de travail, qui est sur les postes de travail, sur toutes ces décisions absolument fondamentales, nous n'avons aucune voix au chapitre. Donc, le prêteur, l'investisseur, qui sont des capitalistes. Arrive ensuite, troisième temps, la production des biens de consommation à partir des biens de production qui ont été ainsi investis. Et là, c'est là que nous apparaissons, nous, comme travailleurs, mais nous apparaissons comme coût, hein, le coût du travail. Nous sommes un coût. Et alors que c'est nous qui produisons la valeur, nous sommes considérés comme, non pas comme ceux qui la produisent, comme les acteurs essentiels, encore une fois, nous ne décidons de rien, mais comme un coût à réduire en transformant, en éliminant le travail vivant au bénéfice du travail mort des machines, etc. Avec tous les impasses écologiques dans lesquelles tout ça nous conduit, bien sûr. Cinquième temps, non, c'est pas le cinquième, c'est le quatrième. Donc prêt, investissement, production. Quatrième temps, la vente, la validation de cette production comme productive par la vente de ce bien sur le service sur le marché. Et là, vous avez un nouvel acteur de la bourgeoisie capitaliste qui intervient, c'est l'opérateur de marché. Vous savez très bien que les prix ne sont pas fixés là où il y a production, hein, le prix du blé se fixe dans des bourses mondiales, etc., où on échange du futur, enfin, etc., etc. Les opérateurs de marché, c'est les troisièmes grands acteurs de la production capitaliste, après les prêteurs et les investisseurs. Cinquième temps, il faut, avec le prix de la vente, commencer par rembourser les prêteurs. Et dernier temps, enfin les rembourser s'il s'agit de prêts ou leur verser des dividendes s'il s'agit d'actions. Et dernier temps, avec ce qui reste, et en fin de cycle, le salaire. Le salaire comme résultat final d'un acte de subordination qui a été posé par ceux qui représentent des coûts de production. Nous sommes là dans l'inversion complète de la réalité. Dans la réalité, pour investir, pour produire des biens de production, il ne faut que des travailleurs. Pour produire des matières premières, inventer des outils, les fabriquer, transporter, produire l'énergie, tout ce que nous appelons investissement, il ne faut que des travailleurs. Il n'y a pas besoin d'investisseurs. Pour faire de l'investissement, il ne faut que des travailleurs. Et l'inversion capitaliste qui nous rend impuissants sur le cœur de nos existences, c'est-à-dire le travail, est telle, surtout maintenant que nous n'adhérons plus au travail tel que le capitalisme l'organise globalement, hein,
il y a un doute, hein, aussi bien écologique qu'anthropologique, sur le travail tel qu'il est organisé. Il y a pratiquement plus d'adhésion au travail, même chez les cadres, hein, qui étaient, jusqu'il y a encore 30 ou 40 ans, totalement adhérents à l'entreprise. Vous avez maintenant un cynisme total vis-à-vis de l'entreprise chez les cadres. Nous avons donc une classe dirigeante qui est dirigeante parce qu'elle dirige la production, le travail, c'est ça le rôle d'une classe dirigeante, qui n'entraîne plus l'adhésion. Et c'est pour cela qu'elle devient de plus en plus autoritaire. C'est pour cela qu'elle utilise de plus en plus un État policier. C'est pour cela qu'elle sort son joker fasciste. Enfin, tout ça, c'est ce qu'on observe, hein, chaque fois que cette classe dirigeante voit sa légitimité contestée. Mais nous, tout en contestant le travail tel que la bourgeoisie l'organise, nous restons croyants dans les dogmes qu'elle nous enseigne depuis l'enfance. Hein, qu'au commencement, il y a du crédit, que le crédit, ça se rembourse, qu'il faut bien consacrer une partie de la production au profit. On ne peut pas tout consommer. Si on consomme tout, que deviendront les outils? Il faut bien consacrer une partie de la production à l'investissement, et donc il faut du profit pour cela. Et puis, notre croyance essentielle dans l'affaire, c'est que le salaire, ça se mérite par du travail. Là, nous sommes d'autant plus d'ailleurs adhérents au fait que le salaire, ça se mérite par du travail, que ce que nous faisons, c'est de la merde, et pour ça que nous sommes mal payés. Ce sont les travailleurs les plus souffrants au travail, qui a la valeur travail, c'est pas les gens. La valeur travail est un comptable avec une position qui est communiste. C'est une proposition que avec une position qui est communiste. C'est une proposition que dans conclusion, c'est et donc c'est aux travailleurs de décider. N'attendez pas de l'idéologie dominante qu'elle nous dise que seul le travail crée la valeur. Ça, certainement pas. La riposte capitaliste à cette proposition de bon sens, au demeurant, c'est la valeur travail. Hein, la valeur travail, le mot valeur, là, n'a pas un sens économique, il a un sens moral. Vous vous faites chier, mais ça vous rend méritant. C'est méritant de travailler. Parce que le travail, par nature, c'est chiant. Et se soumettre à un truc qui, par nature, est chiant, c'est source de mérite. Vous êtes fier de gagner votre vie par votre travail. À la différence de ce salopard d'allocataire. Et plus vous êtes soumis à un travail qui vous rend souffrant, plus vous êtes tenté d'adhérer à la religion. Parce que pour faire un truc pareil, il faut être croyant. Il n'y a pas d'autre solution que la foi. La foi dans l'église capitaliste, qui est la seule église qui nous emmerde, je le précise quand même, au hasard. Les autres sont assez anecdotiques en la matière. Une église omniprésente dans l'État. Prenez un culte auquel nous sacrifions volontiers. Pas les plus jeunes, parce qu'ils ont un autre culte sur les réseaux sociaux qui est aussi catastrophique, mais prenons un culte de plus âgés. Nous sommes là à regarder une émission d'une télé de milliardaires. Là, nous sommes à l'église, vous avez un chœur avec une statue, là, au centre du studio, qui est le statut du ratio cotisant sur retraité. Puis vous avez assis autour de la table un chœur de prêtres qui font des prières pour que le ratio soit favorable.
pour qu'il y ait assez de cotisants pour le nombre de retraités. Et ça marche, oui, le culte fonctionne. On croit qu'il faut des cotisants pour qu'il y ait des retraités. On le croit. Et la gauche, on va dire, bah, écoutez, augmentons les salaires, comme ça il y aura plus de cotisations. Répartissons mieux la valeur pour que les revenus de la propriété soient taxés. Augmentons la part des cotisations par une identité du salaire des hommes et des femmes. Je suis pour l'identité du salaire des hommes et des femmes. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est notre réflexion. Hein. Comment nous argumentons sur les retraites en disant « mais si on peut financer », nous adhérons à la religion capitaliste. Hein. Il faut un bon ratio cotisant sur retraités. Parce que les retraités n'ayant pas d'emploi, les retraités n'étant pas soumis à l'obligation de poser des actes de subordination, mais ils ne sont pas productifs. Parce que dans l'inversion capitaliste, seuls ceux qui posent un acte de subordination à un prêteur et à un investisseur sont productifs. Ne travaillent que ceux qui mettent en valeur du capital à travers le remboursement des prêteurs et le dividende des actionnaires. Vous voyez, l'idée que les retraités ne travaillent pas, l'idée qu'ils sont utiles, hein, imaginez, je ne sais pas quoi, moi, nos conseillers municipaux sans les retraités, il n'y aurait plus grand-chose, mais utiles, certes, mais non productifs. Non productif, puisqu'on n'est productif que celui qui se soumet à un acte de subordination. Et nous pensons que pour distribuer des ressources, il faut qu'il y ait une production préalable. Vous voyez l'inversion capitaliste là, qui dit avance en capital, investissement, production, vente, remboursement des prêteurs, salaire. Ah, les salaires arrivent. Oui, mais parce qu'il y a une production d'abord. Les salaires, c'est le résultat d'une production préalable et d'une production subordonnée. Hein. On est payé que si on a posé l'acte de subordination. Ça arrive après. Nous adhérons entièrement au truc. Hein. Chaque fois que nous posons la question, qui finance? Oui, mais comment on finance? C'est la question aliénée par excellence. Qui nous dit, oui, on va distribuer des ressources, mais il faut déjà qu'il y ait une production pour distribuer des ressources. La distribution ne peut venir qu'après la production. Et la production, elle a été mal répartie. Cette valeur ajoutée, elle a été trop au capital. Alors on va le taxer. Et on pourra distribuer davantage. Là, je suis au cœur de la NUPES, d'accord? Ça va? Cette proposition-là est une proposition entièrement aliénée à la religion capitaliste. Nous acceptons de n'être payés qu'après avoir posé l'acte de subordination. Et après avoir remboursé la dette. Parce que qui paye ses dettes s'enrichit, ça. On a appris ça depuis le catéchisme de l'école primaire, d'accord. Quand c'est pas dans les familles qu'on nous raconte ce genre de bobard. Qui paye ses dettes en matière d'investissement, forge ses chaînes, évidemment. C'est pas lui qui s'enrichit, il enrichit le prêteur. Qui est un parasite absolument inutile. Donc vous voyez,
comment sortir de cette adhésion à la religion capitaliste, qui par ailleurs est omniprésente dans l'État, dans les médias, à l'école, enfin, etc., etc. Nous ne sommes pas un pays laïque du tout, nous sommes un pays avec une religion d'État, la religion capitaliste, dont les dogmes, je vais en dire quelques-uns, on ne peut distribuer qu'après avoir produit, enfin, etc., etc. Il faut du crédit pour travailler. Tous ces dogmes-là, qui sont de la pure religion, qui inversent la réalité. En quoi ça inverse la réalité? Pour qu'il y ait production de biens de consommation, il faut donc des biens de production. Ces biens de production, il ne faut pour les produire que des travailleurs, c'est tout, point. Enfin, produire de la valeur, produire de la richesse, il faut de la nature aussi, hein, des travail et la nature, travail et nature, ça fait la richesse. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la richesse nationale? Il ne faut pas confondre avec la valeur. Hein. La richesse, c'est l'ensemble des biens et services concrets que nous produisons. Donc, je sais pas quoi, les millions de tonnes de patates, de kilomètres de transport de voyageurs par la SNCF, de logiciels construits au cours de l'année, enfin tout ça, c'est la richesse nationale. Travail et nature, bien sûr. La valeur, le PIB, et c'est pas la richesse nationale. Le PIB, c'est la somme des valeurs produites dans les entreprises et dans les services publics. Et donc là, on est dans la seule considération du travail. Donc la source de la valeur, ça n'est que le travail. Pour produire la valeur de l'investissement, il ne faut que du travail. Pas besoin de capital, il n'y a pas besoin de prêteurs, il ne faut que des travailleurs, ne que. Ensuite, pour produire les biens de consommation avec ces biens de production, ben, il ne faut que des travailleurs, bien sûr. C'est-à-dire que toute la valeur, même si on reste dans la religion, qu'il faut d'abord produire pour distribuer, ça suppose donc que toute la production aille au salaire. Il n'y a aucune légitimité qu'une partie de la production aille au profit, qui va permettre ensuite de payer les salariés de l'investissement. Il n'y a aucune raison. Toute la production, si on croit encore au mythe, parce que je ne suis plus croyant de cette chose-là, je l'ai été parce que c'est long de se débarrasser de la croyance de la religion d'État, c'est quand même compliqué. Hein. Surtout s'il n'y a pas de Dieu. Hein. Les religions les plus difficiles à critiquer, c'est les religions sans Dieu. C'est là où il y a au moins un Dieu, bon, on se dit athée, puis hop, on se fera vacciner d'ailleurs, ce qui est un peu vite fait, hein, mais là, une religion sans Dieu, ça devient plus compliqué. Hein. Le mot Dieu n'existe pas en chinois, par exemple, c'est intéressant. Hein. Les religions sans Dieu, c'est les pires, évidemment, c'est les plus difficiles à contester. Donc la religion capitaliste, elle est là, omniprésente, elle n'est pas contestée, et nous y adhérons vraiment dans son cœur. Alors que pour produire, il ne faut que des salaires. Ne que. Les salaires de ceux qui produisent des biens de production, les salaires de ceux qui produisent des biens de consommation, il ne faut que du salaire. Tout le PIB doit aller au salaire, bien sûr. Ah ben oui, mais il faut pas qu'on ne produise que des biens de consommation. Ben bien sûr, mais pour produire des biens de production, il ne faut que du salaire. Donc tout le PIB doit aller au salaire, bien sûr. Quand on dit il faut qu'une partie aille au salaire, puis une partie aille à l'investissement, là on est dans la religion capitaliste. On accepte qu'un acteur totalement parasitaire, l'investisseur, arrive et décide à notre place de ce qui va être produit, parce que c'est lui qui a piqué une partie de la valeur que nous produisons pour décider à notre place de l'investissement et donc du travail. Or, je suis porteur d'une bonne nouvelle, c'est que nous avons déjà inversé l'inversion capitaliste. Nous avons déjà mis la production sur ses pieds. Nous avons déjà posé les travailleurs et le salaire comme les seules conditions de la production. Nous avons déjà remplacé l'avance en capital par l'avance en salaire. Et cela pour 10% du PIB, la production de soins.
Je raconte brièvement comment les choses se sont passées dans les années 60. Et c'est ce dont il s'agit que nous nous inspirions, hein, que nous chaussions les bottes de nos anciennes et anciens, hein, qui ont créé des institutions révolutionnaires au sens où elles remettent la production sur leurs pieds, les travailleurs, les seuls les travailleurs produisent, sûrement pas les investisseurs, sûrement pas les prêteurs, sûrement pas les opérateurs de marché. Ils sont des parasites dont nous avons déjà appris à nous passer, sauf dans nos têtes, où nous restons convaincus qu'il faut du crédit, où nous restons convaincus qu'il faut d'abord produire avant de répartir, et où nous cherchons, si nous voulons augmenter les salaires ou augmenter les pensions, nous cherchons où trouver l'argent dans une action qui a été subtée indûment par le capital, et on va rester chose, vous allez voir, par une bonne fiscalité. À la fin des années 50, nous avons une mutation incroyable de la production du soin dans notre pays. Alors, au début des années 50, la production du soin, c'est peanuts, hein, pour deux raisons. C'est que tous les soins ambulatoires, les soins de ville, qu'il s'agisse de kinés, de médecins, d'infirmiers, etc., ne sont pas remboursés. Alors, autant dire qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, sauf la clientèle riche. Il n'y a pas beaucoup de soins ambulatoires. Il y a très peu de personnel ambulatoire parce que c'est une production qui est confinée dans une clientèle très restreinte. Aucun remboursement des soins de ville. Pourquoi? Parce que le syndicalisme des kinés, des infirmiers, des médecins a été créé au début des années 30, en réaction contre la loi de 1930 sur les assurances sociales, pour refuser le conventionnement avec l'assurance sociale au nom de la liberté des tarifs. Étant entendu que les tarifs sont appliqués avec tact et mesure. Ça, c'est effectivement le baratin que racontent les organisations professionnelles de ces soignants pour refuser le conventionnement avec les assurances sociales de 1930. Si vous prenez la Confédération des syndicats médicaux français, la CSMF, qui est le syndicat majoritaire, si vous prenez le syndicalisme infirmier ou kiné ou d'autres professions de santé, ils se constituent à ce moment-là pour refuser le conventionnement au nom de la liberté des tarifs. Moyennant quoi, donc, ils ne sont pas remboursés et quasiment inexistants. Quant aux hôpitaux, toujours, les hôtels-dieux, les dépôts de mendicité, enfin tout ce qui va devenir les hôpitaux sont réservés aux indigents. Et là où il y a quelques soins médicaux, mettons dans les hôpitaux psychiatriques, par exemple, ils relèvent de l'aide sociale. Ils ne relèvent pas du tout des assurances sociales, ils relèvent de l'aide sociale. Nous sommes là dans de la médecine pour indigents, autant dire que c'est pas de la médecine de très grande qualité, c'est pas des soins d'une haute technicité. Alors, Vichy supprime la condition d'indigence parce que c'était quand même curieux que les assurés sociaux de 1930 n'étaient plus indigents, parce qu'ils étaient solvables, ils étaient assurés sociaux, mais ils n'avaient pas accès à l'hôpital. Interdit. On ne peut pas aller à l'hôpital parce qu'on est solvable. Il faut aller dans des établissements privés, enfin, etc. Et donc, Vichy prend acte de cette absurdité et supprime la condition d'indigence pour l'accès à l'hôpital public. Mais au début des années 50, on est quelques années seulement après cette suppression, et donc le niveau de soins dans les hôpitaux était quand même extrêmement médiocre. Foucault a montré comment les médecins qui travaillaient gratuitement se faisaient la main sur les pauvres indigents qui étaient là pour pouvoir ensuite, avec la technique acquise auprès de ceux-là, réclamer des sous à leur clientèle riche de ville, sans être remboursés.
les choses vont se modifier de façon stupéfiante en l'espace de 15 ans et en engageant des sommes phénoménales. Hein. Dans les années 60, il se rénove un hospice ou il se construit un hôpital par jour. Par jour. C'est à peu près la vitesse auquel tous les lits actifs sont détruits aujourd'hui, les maternités, enfin, etc., dans le mouvement inverse de celui des années 60. Comment ça s'est fait, ça? Ça s'est fait par une avance en salaire. Aucun appel au marché des capitaux. Aucun appel au marché des capitaux. Vous savez, pour créer les CHU sont créés à partir de 58, hein, c'est-à-dire à l'époque où le régime général est encore géré par les travailleurs. C'est ça que ça donne. Lorsqu'une fonction collective est gérée non pas par un appareil d'État qui va la détruire parce qu'il est au service du capital, mais par les travailleurs eux-mêmes. Les prémices de l'État communiste de 47 à 67, quand les travailleurs eux-mêmes gèrent une fonction collective ayant force de loi. C'est ça l'État communiste. C'est pas la disparition des fonctions collectives ayant force de loi. C'est le fait qu'elles ne sont pas assurées par un appareil d'État et par les intéressés eux-mêmes. C'est pour ça que vous avez une telle acharnement de classe contre la gestion par les travailleurs du régime général que De Gaulle puis Juppé vont étatiser toute l'affaire. La réponse capitaliste à la gestion par les travailleurs, c'est toujours l'État. Avis à tous celles et ceux d'entre vous qui croient en l'État. Ah, d'accord. Un bon État après une victoire à la présidentielle. Alors on va faire un bon État. L'enjeu, c'est la victoire à la présidentielle. Vous allez voir ce que vous allez voir. On fera un bon État avec un bon programme. Bill WC. Donc, nous avons en revanche inventé l'État communiste. Nous avons fait que une fois et demie le budget de l'État dans les années 60 soit géré par les travailleurs eux-mêmes. C'est ça qui faisait trépigner De Gaulle, qui a supprimé cette gestion en 67. Au nom de l'État. Vous avez un excellent bouquin, je ne sais pas s'il est livré là, mais s'ils ne l'ont pas, commandez-leur, hein, de Nicolas Da Silva, qui est paru à la Fabrique en octobre dernier, qui s'appelle La bataille de la Sécu. La bataille de la Sécu, un sous-titre, c'est Histoire de 2 siècles de notre système sanitaire. Donc il reprend l'histoire, c'est un économiste de Paris-Nord, qui reprend l'histoire de notre système sanitaire depuis la Révolution française. C'est un ouvrage remarquable dont je vous conseille vivement la lecture, qui montre comment l'adversaire des travailleurs, c'est toujours l'État. Et en particulier l'État social. Donc nous avons, dans les années 60, la queue de comète de cette gestion par les travailleurs eux-mêmes, qui fréquente les archives, il faut voir la fierté, quand on regarde les archives de la CGT dans les années 40-50, la fierté de gérer un dispositif qui distribue, dès 47, ce dispositif, le régime général, distribue 4 fois plus de fonds aux hôpitaux que le ministère de la Santé. Et les travailleurs, ils ne sont pas dans la protestation, ils sont dans la gestion d'une fonction étatique. Prémisse du communisme. Et donc, dans cette période-là, vous allez avoir cette stupéfiante naissance d'une sécurité sociale du soin, dans le cadre du régime général de sécurité sociale. Et ça va se faire par une hausse du salaire. Les années 60 sont une année de hausse des salaires, pas d'abord des salaires directs, ceux qui vont au compte postal ou bancaire des intéressés,
mais le salaire socialisé, hein, les cotisations. Vous avez une hausse du taux de cotisation, vous avez aussi une hausse de l'assiette, parce que jusqu'en 67, les cotisations à l'assurance maladie étaient plafonnées, comme elles le sont toujours dans le régime général pour la retraite. Hein. C'est une cotisation sous plafond, ce qui a laissé de la place pour un régime complémentaire, hélas. C'est pour ça que la CGT s'est battue pour la suppression du plafond, bien sûr, dans le régime général. Et donc, de fait, il est supprimé pour la santé. Donc, vous avez une hausse de l'assiette, une hausse du taux, ce qui vient que le régime général d'assurance maladie dispose de fonds tout à fait considérables qu'il va utiliser pour subventionner l'investissement hospitalier. Il n'y a pas d'appel au marché des capitaux, il n'y a aucun partenariat public-privé, enfin tout ce qui aujourd'hui détruit notre système de santé, bien sûr. Il y a un appel à la caisse dépôt et consignation, donc au crédit public, mais qui est mineur, enfin qui est minoritaire, on va dire. Vous avez un large subventionnement de l'investissement par le salaire. C'est une avance en salaire. Cette avance en salaire va permettre de lier l'hôpital à l'université, dans les CHU, va permettre de transformer les hospices en hôpitaux de lits actifs, de créer des maternités partout, de faire passer les hôpitaux psychiatriques de l'aide sociale à l'assurance maladie, ça plus tard, c'est en 1970. Et là, vous avez une quinzaine prodigieuse, disons, entre 58 et le début des années 70, d'une création, d'une production de soins, sans appel, sans avance en capital, par une avance en salaire. Et les soignants vont être soit des hospitaliers qui sont en fonction publique, donc qui sont libérés du marché du travail, puis ils ont une qualification personnelle, ils sont des fonctionnaires. Donc nous avons des soignants qui sont libérés du marché du travail. Quant aux libéraux, à partir de 61, ils sont conventionnés. Et cette convention les libère du marché capitaliste des biens et services. Les organisations professionnelles des libéraux passent convention avec l'assurance maladie sur une nomenclature d'actes et sur un prix d'actes. Nous avons toujours un marché, mais c'est un marché négocié. Le communisme, ce n'est pas la suppression des libéraux, pas du tout. C'est la libération des libéraux vis-à-vis du marché capitaliste. Aujourd'hui, alors il faut évidemment supprimer le secteur 2, qui est une imposture, et qui fait la bonne santé des mutuelles, qui sont également des adversaires. Donc on va supprimer à la fois le secteur 2 et les mutuelles, bien sûr. Donc, dans le secteur 2, vous avez des médecins spécialistes qui gagnent 300 000 € par an. Un scandale. Mais si vous ôtez ce secteur 2, si vous prenez uniquement le secteur 1 et l'ensemble des professionnels, hein, ergo, infirmiers, etc., tous les médecins, tous les soignants de ville, les statistiques nous disent que leurs revenus, alors c'est des revenus super bruts qui incluent les cotisations qui sont qu'on appelle cotisations de l'employeur pour les salariés du privé. Donc c'est pas un revenu net, hein, c'est un revenu super brut. Et le revenu super brut des soignants conventionnés, hein, ils sont entre 50 000 et 150 000 € par an. Un rapport de 1 à 3 qui est assez raisonnable. Pas de pauvres, pas de super riches. Quand vous avez ôté les cotisations, hein, qui correspondent au salaire de 150 000 € par an, vous n'avez pas de super riches et vous n'êtes pas dans le rapport de 1 à 20 de la NUPES. Hein. Je suis un chaud partisan de la NUPES, d'accord. À condition qu'elle devienne communiste, quand même. Hein, d'accord. Il y a encore beaucoup à faire, hein, bien sûr. C'est pas Roussel qui va aider, là, je suis d'accord. Mais pour devenir communiste, c'est un membre du Parti communiste qui parle en plus, pour que les choses soient claires. Tous ne sont pas rousseliens, heureusement, dans ce parti. Même si beaucoup trop le sont, je suis d'accord. Mais sont-ils communistes? C'est une question que je finis par me poser.
la NUPES a beaucoup à faire pour être à la hauteur, énormément à faire. Hein, et le rapport de 1 à 20, ça veut dire que si on revendique un SMIC à 1700 € net, qu'on accepte des salaires à 34 000 € par mois, enfin c'est un scandale inouï. Puis qui voulait vous faire adhérer à un truc pareil, d'accord? Madame Borne, quand elle était à la SNCF pour détruire le fret, a gagné. Pour faire une telle saloperie, il faut être bien payé quand même, parce qu'on souffre hein, de faire de la merde pareille. Donc évidemment, elle gagnait, elle, 34 000 € par mois. Laissons ça à Madame Borne, s'il vous plaît, hein, grande femme de gauche, bien sûr. Les salaires doivent être entre 1700 et 5000 €. Hein, ça paraît ça raisonnable, c'est ce que nous préconisons à Réseau Salariat. Pas de salaire supérieur à 5000 € par mois. Qu'est-ce qui légitime un salaire supérieur à 5000 € par mois? Pas de salaire, évidemment, et pas de pension inférieure à 1700 € par mois, bien sûr. Donc, nous avons sauvé l'exercice libéral en le faisant devenir communiste, c'est-à-dire sur un marché négocié. Si vous prenez aujourd'hui des travailleurs indépendants ou les agriculteurs, prenez les agriculteurs, ou ce qu'il en reste, enfin les 380 000 exploitants agricoles qui restent, prenez les commerçants, prenez les architectes, prenez les avocats, la structure n'est pas du tout de 50 000 à 150 000, pas du tout. Hein. Prenez les graphistes, par exemple. Les graphistes, 45%, je ne sais plus si c'est 45 ou 55%. En mettant 45%, mais c'est peut-être 55%. Les graphistes, et il faut dire eux, parce que c'est plutôt des femmes, gagnent moins de 6 000 € par an. Voilà. Les agriculteurs qui se font le SMIC, en bossant 70 heures par semaine, ne sont pas très nombreux. C'est-à-dire que le travail indépendant aujourd'hui, c'est entre 90 et 99% de pauvres, et puis alors entre 1 et 10% de dabab. Nous avons sauvé les soignants de ce destin funeste par un mode communiste de production, les soignants libéraux. Alors évidemment, le secteur 2 vient gâcher toute cette affaire, évidemment, c'est pour ça qu'il faut le supprimer, bien sûr, mais vous voyez que nous avons su inventer un préalable à une création qui nous a mis au premier rang mondial pendant des décennies, comme on le rappelait cet après-midi. Pendant des décennies, nous avons été au premier rang mondial de la production de soins. C'est un mode de production communiste. Avant son salaire, des salariés payés à la qualification personnelle, s'ils sont hospitaliers, et sur un marché négocié, s'ils sont libéraux. Pas de dette. Vous voyez, lorsque les hôpitaux n'ont pas de dette à rembourser, ça change tout sur la maîtrise du travail par les soignants. Quand on regarde les enquêtes des années 70-80 auprès des soignants hospitaliers, en gros, ça n'est que du bonheur. Les mêmes enquêtes aujourd'hui, ça n'est que de la souffrance. Les soignants ont perdu la maîtrise de leur travail au bénéfice de gestionnaires qui leur imposent des protocoles à la place de la clinique. On l'a très bien vu pendant le confinement. Les gestionnaires étaient dans les choux, d'accord? Les soignants, eux, parce que c'est beaucoup des femmes, ont retrouvé la maîtrise de leur travail, certes dans des conditions abominables où dès que le patient avait 93 ans, on le laissait mourir parce qu'on n'avait pas les éléments pour soigner les gens atteints du Covid. Mais il y a eu une forme de bonheur de retrouver la maîtrise de son travail. Qu'est-ce qui s'est passé en juillet 2020, fin du confinement? Aussitôt, les gestionnaires qui avaient déguerpi, ils écrivaient un bouquin. Martin Hirsch, patron de la PHP, écrivait un bouquin qui est sorti en août, il avait le temps, lui.
coincement sur le nénuphar, enfin, d'un titre comme ça, parce que Martin Hirsch est capable d'écrire et de faire, évidemment. Mais, et les gestionnaires réapparaissent, et qu'est-ce qu'ils font? Ils intimident toutes ces femmes qui avaient relevé la tête. Ils les déplacent, ils les maltraitent. Le cœur de la lutte de classe, c'est la maîtrise du travail. Et donc, nous avons su, pendant des décennies, produire du soin dans des conditions communistes. Le capital ne servait à rien. Alors, la privatisation, à partir de Chirac, de l'industrie pharmaceutique, a fait que ce dispositif est devenu le vache à lait de l'industrie pharmaceutique, un marché captif, etc. Tout ça a été détourné. Hein. Le gel du taux de cotisation, mais gel avec notre complicité. Qui, aujourd'hui, dans le syndicalisme et dans les partis de gauche, revendique une hausse massive du taux de cotisation? Personne. Nous avons abandonné. Moi, comme chercheur, je ne peux pas lire un tract du PCF ou de la CGT des années 50-60 sans hausse du taux de cotisation. En permanence. C'est au cœur de la revendication. Aujourd'hui, c'est une revendication abandonnée depuis 40 ans, moyennant quoi les hôpitaux sont en déficit et les soignants ont perdu la maîtrise de leur travail au bénéfice des gestionnaires. Vous voyez que nous avons dégringolé, plus les déserts médicaux, nous avons dégringolé aussi bien en matière ambulatoire qu'en matière hospitalière dans le classement international. Bon, les classements internationaux peuvent ce qu'ils veulent, mais enfin, ils sont quand même représentatifs un tout petit peu. Ça veut dire quoi, ça? Je conclus. Si nous ne voulons pas que le fait d'avoir remis une production sur ses pieds, de poser que les soignants, et pas que les soignants, excusez-moi, il y a aussi toute une série d'autres personnels que les soignants dans l'hôpital, bien sûr, et dans les maisons de santé ambulatoires, etc., bien sûr. Enfin, les personnels du soin, en général, ont été au cœur de la création d'une production qui représente 10% du PIB, sous une forme de fonction publique ou de marché négocié, sans avoir aucune dette à rembourser. Donc ils ont soigné pour soigner, non pas pour rembourser la dette, comme aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça pour tout? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas en sécurité sociale l'alimentation? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas en sécurité sociale le transport? Pourquoi on ne se met pas en sécurité sociale la culture? Pourquoi on ne met pas en sécurité sociale l'habitat? Pourquoi on ne met pas en sécurité sociale toutes les productions, sans exception? On a su faire, on saura faire, si nous voulons le faire. C'est-à-dire si dans nos tracts, nous ne parlons pas de dépenses de santé. Dès que nous disons dépenses de santé, nous adhérons à la religion capitaliste. Ça va? Ou est-ce qu'il faut que je rajoute une couche? Alors, je rajoute la couche quand même, c'est toujours utile. Mais si vous en avez marre, dites-moi. Hein. Dès lors que nous avons là 10% du PIB, produit sans mise en valeur de capital. Alors, c'est plus vrai aujourd'hui, hein, puisque nous avons mise en valeur du capital de Sanofi, etc., mise en valeur du capital de toutes les groupes capitalistes qui sont propriétaires des murs des cliniques, etc., bien sûr. Hein, lisez Nicolas da Silva, c'est formidable, bouquin formidable, lisez-le. Nous avons su produire 10% du PIB dans des conditions éprouvées dans le monde, en nous passant du capital, en remettant la production sur ses pieds, en nous passant du crédit, fut-il public. Tout crédit en matière d'investissement est mauvais, par définition, puisqu'il nous pose comme endettés avant même qu'on commence. C'est un fatum qui pèse sur nos vies, c'est toujours ce mépris pour le travailleur, y compris de fait dans la religion capitaliste à laquelle la gauche sacrifie encore aujourd'hui. Donc, nous avons su le faire. Donc, évidemment, est arrivé aussitôt l'idéologie capitaliste qui a dit, mais attends, mais ils ne produisent pas, ces gens-là.
ils dépensent. Et nous avons adhéré. Moi, je peine à lire un tract solidaire ou de la CGT ou de la FSU, je ne parle pas des autres, hein, évidemment, mais les trois là, ou de la CNT, on va ajouter la quatrième, bon, qui ne parle pas de dépenses de santé. Tout le monde parle de dépenses de santé. Si c'est pas capitaliste, ben c'est de la dépense. C'est utile, les soignants sont déjà utiles, mais non productifs. Non, ils ne produisent pas, ils dépensent. Dépenses d'éducation, dépenses d'urbanisme. Comment voulez-vous effectivement étendre à toute la production une dépense? Ça ne marche pas. Déverrouillons, s'il vous plaît, nos têtes. Devenons athées de la seule religion qui nous emmerde.